Hop là, et salutations, ici Hiro, le mirifique, le sublissime. Ce soir, j'avais envie de me faire un petit kiff. Euh, M'intéresser un petit peu, en gros, refaire un topo sur les différents champions de League of Legends que je connais pas. Enfin, que je connais pas. Techniquement, je les connais tous, hein. Mais alors attends, on va remettre ma tronche. Ouais. Que je connais tous, mais ça fait un moment que je dis que je voudrais m'intéresser au lore de manière plus approfondie. Il y a quelques personnages, enfin il y a quelques histoires que j'ai lues, mais là pour commencer, je voudrais juste refaire un topo des champions et savoir si je suis au clair de ce qu'ils sont en fait dans le lore les uns par rapport aux autres. Donc, on va juste survoler la bio de chaque champion, la petite bio, un tout petit paragraphe qu'il y a sur le launcher du jeu. Et je pense qu'on va pouvoir partir comme ça. Alors, dans le dans le dans le launcher du jeu, hop là, on va mettre ça. Euh, Dans le launcher du jeu, on a. Qu'est-ce que je peux. Attends. Si, je sais ce qu'on va faire. On va mettre ça en second et on va te mettre en champ tout petit. Hop là. Comme ça, on voit de qui je parle. Nickel. J'ai pas envie de tout faire là maintenant en une seule fois. Je pense que je vais faire par région. Et je pense que je vais commencer par ma région préférée, à savoir le Freyord. Du coup, on va commencer avec Anivia. Donc Anivia, si je dis pas de bêtises, c'est le Cryophénix. Anivia est un esprit ailé bienveillant qui subit des cycles sans fin de vie, de mort et de renaissance pour protéger Freljord. Donc c'est demi-déesse née de la glace la plus froide et des vents les plus coupants. Les vents les plus coupants. D'accord. Elle utilise ses pouvoirs élémentaires contre quiconque prétend troubler la paix de sa terre natale. Anivia guide et protège les tribus du Nord qui la vénèrent comme un symbole d'espoir et la promesse de grands changements. Elle combat de tout son être, sachant que son sacrifice fera vivre sa légende et qu'elle renaîtra dans un lendemain nouveau. Donc le Cryophénix, hein, le phénix de glace, assez classique. C'est une divinité freljordienne, au même titre que Ornn et Volibear. Et c'est notamment la divinité, entre guillemets, la divinité gardienne, la divinité qui est révérée par les Avarosans, donc le peuple de H. Entre autres, hein, parce que je crois qu'ils sont aussi pas mal copains avec Ornn, mais ouais. Anivia, je la joue pas vraiment. C'est pas particulièrement ma cam en termes de gameplay. Mais c'est un personnage qui est vachement intéressant en termes de lore. Du coup, si on revient, hop là, ensuite on a H. H, fille de Grena et reine des Alarosans. Chef de guerre. Chef de guerre sublimé. Alors les sublimés, c'est les... Donc, à Freljord, il y a un truc qu'on appelle la glace pure, je crois, qui est une forme de glace un peu magique, que certaines personnes au sein des tribus humaines de Freljord sont capables de toucher. Les autres, ça les brûle en fait littéralement et ils en crèvent. Et les sublimés, c'est cette catégorie de la population qui du coup devient une classe supérieure de la population, qui est capable de tenir ses armes magiques, ses artefacts magiques. Elle a un arc fait en glace pure. Et donc c'est une sublimée. Donc chef de guerre sublimé de la tribu des Avarosans. Donc les Avarosans sont le peuple de H, mais ce sont... en gros, ils vénèrent Avarosa, qui est une divinité dont on reparlera après. Mais donc, une divinité, qui est une ancienne figure, un grand héros humain, une femme, mais un grand héros humain des premières guerres. H est à la tête de la plus vaste horde des terres du Nord. Stoïque, intelligente et idéaliste,
mais mal à l'aise dans son rôle de leader. Elle puise dans sa magie ancestrale de sa lignée, dans la magie ancestrale de sa lignée, pour manier un arc de glace pure. Alors oui, cette histoire de lignée, c'est qu'elle est considérée comme étant la descendante d'Avarossa, puisque à un moment où... alors j'ai la BD, j'ai lu la BD, hein, à un moment où, en gros, son clan a été plus ou moins décimé jusqu'au dernier. Elle, c'est l'une des dernières survivantes et elle a trouvé, en gros, elle était poursuivie par les suivants de Lysandra, dont on parlera encore après. Elle était poursuivie, elle a été acculée, en gros, elle est allée jusqu'à un endroit qui est censé être le nid d'Anivia. Et là, elle y a trouvé un arc de glace pure, en gros. Et c'est là qu'elle est devenue cette chef de guerre révérée, tout ça, tout ça. Soutenue par son peuple qui voit en elle la réincarnation de la légendaire héroïne Avarossa, Ash cherche à unifier Freljord en reprenant les terres tribales. Alors ça c'est intéressant parce que Ash, donc il parle d'idéalisme. À Freljord, bon, faut comprendre que c'est des terres qui sont gelées quasiment toute l'année. C'est un endroit où il fait pas spécialement bon vivre, c'est un peu compliqué, la vie est rude. C'est soit tu pêches, soit tu chasses, mais dans les deux cas, c'est la galère et t'es pas certain qu'à la fin de l'année, tous les gens qui étaient là au début sont encore là. Et on parle pas que des vieux pour le coup. Et elle cherche. Et donc, dans cet environnement enfin, difficile à vivre, les clans se sont adaptés avec une tradition, une culture de la violence et de la force, de la brutalité, mais de la force surtout, dans le cadre de la survie, qui fait qu'ils ont tendance à mépriser ce qu'ils revoient comme des faiblesses, mais tout ce qui est la solidarité, ce genre de choses. Et Ash, elle est persuadée qu'en s'entraidant qu'en s'entraidant et que oui, même en acceptant entre guillemets les faibles, donc y compris les gens qui sont pas capables de manier la gaze pure et ainsi de suite, elle est persuadée qu'on s'en sort mieux en fait dans ces cas-là, et c'est ça qui lui vaut le titre d'idéaliste. J'aime beaucoup Ash, c'est un de mes persos préférés. Euh, donc voilà. Hum, Alors, je fais le petit commentaire, j'ai pas fait le commentaire sur Anivia juste avant. Anivia, le design d'Anivia est très bien, il n'y a pas de souci. Ash, j'ai un problème avec son Kara design. Parce que, alors on va dire c'est une sublimée, peut-être qu'elle souffre pas tellement le froid ou machin tout ça. Ok, pourquoi pas. Par contre, je suis désolé, hein, mais alors je pensais que c'était un crop top, mais en fait non, elle a une espèce de bande de tissu ici. Mais la mini-jupe, le débardeur et le décolleté au milieu du Freljord, c'est non en fait. Et on va aller encore plus loin. La capuche, elle sert absolument à rien. La cape, elle sert absolument à rien. En tout cas, dans un design comme ça. Et j'irai encore plus loin en disant que la génétique devrait avoir fait en sorte que, vu qu'ils vivent depuis des générations et des générations et des générations dans un environnement extrêmement froid, euh, le meilleur moyen de survivre efficacement en fait dans ce type de milieu, c'est d'être capable d'emmagasiner du gras, hein, et si possible aussi d'être de petite taille. Parce que petite taille, ça veut dire une moins grande surface de contact avec l'air autour. Donc tu perds moins de chaleur. Et le gras, c'est de l'énergie, ça te permet de survivre dans des conditions comme ça. Donc voilà. Design que j'aime beaucoup, euh, c'est celui-ci, Reine H. Euh, J'aime beaucoup. Elle est beaucoup plus habillée, mais par contre c'est pareil. Il y a un côté, il y a un côté un peu. Elle me fait penser à Mérida. Dans la manière dont sont les vêtements. En fait, le vrai gros problème de son Kara design, c'est qu'il est assez daté et qu'il est pas au goût du jour par rapport à ce qu'est
l'identité graphique des Freljordiens, en particulier des Avarosans, aujourd'hui. Alors là, j'ai pas parce que je joue pas à Legend of Runeterra, mais en termes d'identité graphique, elle a besoin d'être mise au goût du jour. Voilà. Et je serais pas contre le fait qu'elle prenne peut-être une ou deux tailles de tour de hanche et voilà. Ensuite, Freljord. Braum, le plus beau. Non, vu d'ensemble. Hop là, Braum. Doté de biceps énormes et d'un cœur plus grand encore, pardon. Braum est un héros admiré par tout Freljord. Lors de tous les banquets au nord de Frostheld. Alors Frostheld, je sais pas où ça se trouve. Je vais regarder ça vite fait. Lol. Hop là. Télécharger. Riot Games. Tac, 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 tac. Où est League of Legends? Hop là. Pouette. Capture d'écran. Hop là. Hop là. Hop là, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça. La carte de Runeterra. Et on va mettre ça, hop là, 2 secondes. Alors. Non, cache-toi. Commencer à explorer. Donc on cherche Frostheld. Alors, Freljord. On est du côté du Freljord. On cherche le nord de Frostheld. Frostheld. Ah oui, d'accord. Ouais, donc en fait, c'est à peu près partout dans le. Partout. Frostheld se trouve ici. Pardon. Ouais, tu vois pas forcément. Se trouve ici. Frostheld. Et on est juste à côté ici de Demacia. Du coup, revenons à nos moustaches. Lors de tous les banquets au nord de Frostheld, on rend hommage à sa force légendaire. On raconte qu'il a abattu une forêt entière de chênes en une seule nuit, ou encore qu'il a réduit en miettes une montagne à coups de poing. Portant une porte enchantée en guise de bouclier, Braum arpente les terres gelées du nord en arborant un sourire aussi large que ses muscles, et en venant en aide à ceux dans le besoin. D'accord. Donc il est très musculeux et très gentil. Il n'y a aucun commentaire sur sa moustache, par contre, sa moustache qui est soyeuse et majestueuse. Mais Braum, c'est un bon gars. En termes de Cara Design, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Il est vachement cool. Moi, ce que j'ai hâte de savoir, et là-dessus, ça a peut-être été dit dans le lore, hein, dans les histoires, mais j'ai pas tout lu, donc voilà. Ce que j'ai hâte de savoir, c'est dans quel camp il se trouve. Est-ce qu'il se trouve plutôt du côté de Sejuani, ou de H, ou de Lysandra potentiellement? Ça m'étonnerait quand même, mais je pense qu'il serait plutôt du côté de H. Mais ce serait pas improbable qu'il soit du côté de Sejuani, vu que c'est un héros légendaire, il aime se battre, il aime. Voilà. Mais c'est pas un bourrin. C'est pas une brute. Donc à voir. Je sais pas trop. Donc on avait Braum. Ensuite. Pouette.
Alors techniquement il y a Gnar aussi au Freljord, mais je pense qu'on le fera en même temps qu'on fera tous les Yordles. Oh quoique, allez, faisons ça. Ce sera fait. Bah non, mais si je commence par un... Alors ça pareil, il est probable que le lore évolue. Parce que j'ai vu récemment Nekrit en parler, disant que donc dans Lord, Legend of Runeterra, ils ont rajouté... Donc en fait, Gnar, chez nous manquant, est censé être le seul survivant d'une ancienne... Enfin des Yordles tels qu'ils étaient il y a X milliers d'années. Gelés dans de les glaces de Freljord. Et dans Legend of Runeterra, ils nous ont sorti une extension avec notamment Gnar, mais donc du coup plusieurs autres Yordle un peu primitifs comme ça, donc à voir comment le lore évolue là-dessus. Mais voilà. Gnar est un Yordle primitif dont les manières joyeuses peuvent soudain faire place à une colère irrationnelle. Il se transforme alors en une bête colossale portée à la destruction. Gelé dans de la glace pure pendant des millénaires, la curieuse créature s'est libérée de sa prison. Aujourd'hui, il parcourt avec enthousiasme un monde qu'il trouve exotique et merveilleux. Enchanté par le danger, Gnar lance à ses ennemis tout ce qu'il trouve, qu'il s'agisse de son boomerang en croc ou d'un bâtiment proche. Alors oui, dans les fun facts intéressants, il me semble que le boomerang de Gnar, c'est une mâchoire de Drúvaskr. Alors Drúvaskr ou Drúvaskir, j'imagine. C'est des gros cochons, c'est des gros sangliers, et c'est notamment l'espèce de sanglier que chevauche Sejuani. Voilà. Dont on parlera tout à l'heure. Egnar, ah mince, sur son artwork de base, on le voit que en petit. Ah, c'est pas drôle. Ah, mais c'est qu'on le voit que en petit à chaque fois. On le voit pas en gros. Parce qu'en fait, voilà, le principe de Gnar, c'est qu'avec son passif, il accumule de la rage. Et quand il devient enragé, il devient ce gros monstre-là. Quoi qu'attends, il le montre peut-être comme ça. Voilà, c'est ça. Il se transforme. Voilà. Et j'aime beaucoup le délire. Le délire de Gnar. Après, pareil, en termes de lore, je sais pas du tout comment il intervient dans l'univers. Tout ça. C'est un champion marrant à jouer. C'est un champion marrant à intégrer dans l'univers, mais je sais pas comment il est intégré dans l'univers, pour le coup. Donc voilà. Gragas, alors Gragas, évidemment qu'il y a des choses à remettre au goût du jour parce que là c'est voilà. Donc apprendre avec de très grosses pincettes, là je pense que ce soit en termes de lore ou de quoi que ce soit, il n'est pas à jour. Aussi imposant que jovial, pardon. Gragas est un brasseur à l'impressionnante carrure qui cherche la recette de la bière parfaite. Venu d'on ne sait où, il continue de chercher les ingrédients les plus rares dans les terres vierges de Freljord, essayant toutes les variations de bière au cours de son périple. Souvent ivre et toujours impulsif, il est légendaire pour ses rixes, qui finissent souvent en fêtes nocturnes préjudiciables au mobilier urbain. Toute apparition de Gragas annonce beuverie et destruction. Dans cet ordre-là. Donc bon, c'est marrant, ça colle bien avec un bonhomme du Freljord. Il me semble que dans l'or récemment, il a été dit que c'était lui aussi un sublimé, donc capable de manier la glace pure, machin, tout ça. Mais bon, ça se retrouve pas dans son gameplay, ça se retrouve pas. Donc c'est, à mon avis, il a besoin d'une grosse refonte et graphique et en termes de lore.
Ça me dérange pas qu'il appartienne au Freljord, hein, pour le coup, c'est pourquoi pas. Mais il a vraiment besoin d'une refonte. Parce que, bah, du coup, comme tu le vois, c'est surtout un stéréotype du gros. Le gros qui aime boire, qui aime manger, hein, qui a sa grosse bedaine comme ça, euh, à l'air, parce que bien évidemment il porte le kilt et puis c'est tout. Euh, et ouais, tout le personnage est un un stéréotype, et en plus un stéréotype un peu péjoratif, pas très glorieux, donc il a vraiment besoin d'être remis au bout du jour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, pas grand chose, hein. Donc on va passer à la suite. Hop là. Gragas. Da-da-da-da-da. Ensuite, à Freljord, qu'est-ce qu'on a? Lysandra. Lysandra, la sorcière des glaces. La magie de Lysandra est capable de manipuler la pure puissance de la glace en quelque chose d'à la fois obscur et terrible. Avec la force de sa glace noire, donc en gros c'est de la glace pure corrompue par magie, elle fait bien plus que glacer. Elle empale et écrase ceux qui osent s'opposer à elle. Les habitants du Nord, terrifiés, la connaissent sous le nom de la sorcière de glace. La vérité est bien plus sombre. Lysandra complote pour corrompre la nature et ramener le monde à l'âge de glace. Alors je sais pas à quoi ça fait référence, mais il me semble savoir que dans le lore de Lysandra, alors Lysandra est une des trois sœurs, elle est sœur d'Avarossa et de Serilda, qui est donc la troisième sœur, qui se sont battus à l'époque contre les dieux primordiaux, les dieux primaux plutôt, les incarnations primales des divinités du Freljord, de la nature en fait, dont Volibear, dont Anivia fait partie aussi, hein, mais voilà. Et il y a une histoire avec le néant, à savoir que Lysandra, en gros, alors Lysandra, elle vit, hop là, à cet endroit-là, la citadelle des gardiens du givre. Et la citadelle des gardiens du givre, alors elle a été fabriquée par... alors le pont a été fabriqué par Horn. Pardon. La citadelle des gardiens du givre, en gros, les gardiens du givre sont des... je sais pas ce que c'est en fait. Mais grosso modo, il y a une faille du néant sous ce truc-là. La citadelle des gardiens du givre a été érigée dessus en gros pour sceller la faille vers le néant. Le truc, c'est que ce que l'histoire ne raconte pas et qu'on sait parce que Lysandra a pas mal, c'est pas tant des remords que voilà, mais grosso modo, les trois sœurs se battaient ensemble, enfin se battaient côte à côte. À un moment, il y a eu, je sais plus trop pourquoi, mais Lysandra a été aveuglée par Volibear. Donc c'est une sorcière aveugle. Et elle a dû justement tricher, en gros chercher à ouvrir la faille vers le néant pour vaincre les anciens dieux primordiaux. Mais elle s'est rendue compte du bordel que ça a foutu, ça a tué des milliers de personnes, et grosso modo, elle a utilisé de la magie pour sacrifier, en gros canaliser plusieurs milliers d'âmes, dont ses deux sœurs, pour créer cette citadelle des gardiens du givre. Donc en fait, c'est la seule survivante d'une guerre passée dont on sait pas grand chose, mais où concrètement elle a pas les mains propres.
Et on sait que à tout moment, elle est susceptible de lâcher le vide sur Freljord, même si c'est pas forcément à son avantage. Bref. Et je pense que cette année, le lore là-dessus va évoluer, cette année ou l'année prochaine. Parce que la cinématique du début d'année disait justement Sejuani, Olaf et Ornn et Volibear. Et qu'il n'est pas improbable que les événements se passent avec le néant. Parce que c'est un événement du néant qui est censé arriver cette année. Donc c'est pas improbable que les événements l'amènent sur le devant de la scène. Hop là. Il l'oblige à sortir de sa retraite. 6 trucs que j'ai pas dit, elle est assistée par justement les suivants. Alors je me souviens plus du nom de son clan en gros, mais grosso modo c'est la divinité d'un culte, entre guillemets. Et en plus de tout le bousin qu'il y a déjà à Freljord, il y a son culte qui essaie de décimer les autres populations. Voilà, c'est comme ça, par exemple, que le clan de H a été quasiment décimé, qu'elle est devenue seule survivante avant de s'élever et de devenir reine des Avarosans. Un chef de guerre. Un War Mother en anglais. Qui est beaucoup plus classe que simplement chef de guerre. Hop là, donc Lysandra. Poète, 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 poète. Nunu et Willump. Qui sont trop mignons. Alors Nunu c'est le petit garçon, Willump c'est le Yeti qui est derrière. Il était une fois un jeune garçon qui voulait prouver qu'il était un héros en tuant un monstre effrayant. Mais il découvrit que la créature, un Yeti solitaire, avait seulement besoin d'un ami. Rapprochés par une puissance ancienne et un amour partagé des boules de neige, Nunu et Willump courent maintenant librement dans tout Freljord en donnant vie à des aventures rêvées. Ils espèrent un jour retrouver la mère disparue de l'enfant. S'ils peuvent la sauver, peut-être seront-ils vraiment des héros, finalement. Alors il y a toute une histoire. Alors je sais qu'il y a une histoire, il me semble, où justement c'est la mère de Nunu qui lui raconte l'histoire de Lysandra et des 3 sœurs, tout ça, tout ça. Oui, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de Nunu et Willump dans cet event parce que justement Nunu est probablement le seul survivant d'un massacre de son village perpétré par Lysandra et ses suivants. Et Willump, c'est un Yeti, je sais pas trop quoi en dire. Il me semble que Gnar a été élevé par des Yetis, en fait, mais dont il pensait que c'était des Yordles. Alors on ne sait pas si c'est qu'il pensait que c'était des Yordles, si il a été élevé bien par les Yetis et pas par des Poros. Parce que ce serait plus logique, vu sa petite taille, que ce soit des Poros, mais vu comme il se transforme en gros monstre derrière, c'est possible aussi que ce soit les Yetis. Et c'est possible aussi que les Yetis descendent de la même créature que les Yordles. Mais voilà. Donc, et puis Nunu est une créature intelligente. Nunu c'est le petit garçon. Willump est une créature intelligente. C'est un Yeti, et voilà. Mais ouais, pas grand chose à dire. Le rework des deux est assez récent. Il est très qualitatif. Ils sont tout choupis, tout mignons, y compris en jeu. Tu les vois rigoler tous les deux, balancer des boules de neige, tout ça, tout ça. Donc voilà. S'il y a un jeu aussi, un jeu vidéo qui est en préparation sur Nunu et Willump, qui est un RPG. Je sais pas quand, un aventure RPG en 3D qui a l'air plutôt pas mal. Même si je me sens pas particulièrement de jouer à ça. En termes de gameplay, il m'intéresse pas des masses. Hop là, suivant. Olaf.
Alors Olaf, le stéréotype du berserker viking, tout ce que vous voulez, avec le fabuleux casque à cornes en fer. Voilà. Avec sa hache et son extraordinaire force de destruction, ne souhaitant que mourir au combat. Ah non, Olaf avec sa hache, ouais, ne souhaite que mourir au combat. Point. Il y avait un point. Venu de l'âpre péninsule freljordienne de Lokfar. Alors Lokfar, on va regarder ça tout de suite, mais il me semble. Pout, 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 pout. Là, c'est les terres ursides. Les ursidés. Lokfar n'est pas indiqué sur la carte. Fichtre. Mais bon, vraisemblablement, lui, il vient du nord, nord-nord-nord. Donc, soit il est là du bord du machin, soit il est carrément d'un espace là de l'autre côté. Hop là, donc, fichtre, oui. Venu de l'âpre péninsule freljordienne de Lokfar. Oh, ça perd l'os. Il a été choqué par une prophétie qui lui prédisait une mort paisible. Terrible. Dans l'esprit de son peuple, une ignoble fin de lâche. Cherchant la mort et animé par la rage, il ravage une région après l'autre, éliminant des hordes de grands guerriers et de bêtes légendaires dans sa recherche d'un ennemi capable de l'arrêter. Aujourd'hui, un brutal combattant de la griffe hivernale, il espère mourir glorieusement dans les grandes guerres à venir. Donc voilà, Olaf, il est dans le clan de Sejuani aujourd'hui. On l'a vu dans la cinématique The Call. Et concrètement, son délire, c'est de se taper contre les plus gros monstres qui soient, contre les plus grands guerriers, machin, tout ça, pour trouver une mort glorieuse, hein, et rejoindre le Valhalla ou l'équivalent freljordien du Valhalla. C'est un stéréotype sur pattes, mais un stéréotype qui fait son effet, qui fait le café. Moi, j'ai adoré le voir dans... Alors, il me semble que c'est un sublimé aussi. Euh, mais il n'a pas d'arme. Il n'a pas d'arme en glace pure. Je regarde, mais ça, c'est... Non, ça compte pas. Il n'a pas d'arme en glace pure. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Faudra que je revérifie si c'est bel et bien un sublimé ou pas. Mais ouais. Et je me souviens notamment d'un événement à Bilgewater avec où en fait il arrive à Bilgewater dans les entrailles d'un gros monstre. En gros, le gros monstre vient s'échouer contre... je crois qu'il vient s'échouer, je sais plus. Enfin bref, il défonce un gros monstre et il ressort des entrailles du truc, mais complètement dépité parce qu'il n'est pas mort au combat et que cette créature-là, toute gigantesque soit-elle, a pas réussi à le tuer. Et voilà. J'ai pas apprécié par contre l'utilisation qui a été faite de lui dans l'événement de la ruine. Euh, mais tout simplement parce que l'écriture du personnage a été mal foutue et ouais, il a été travesti. Mais c'est un événement, enfin, voilà, c'est un événement. C'est un événement qui mérite une réécriture parce que là, ça a été bâclé comme c'est pas permis. Je serais curieux d'ailleurs de savoir si Olaf, à un moment ou un autre, va potentiellement devenir le prétendant de Sejuani, ne serait-ce que sous la forme d'un mariage politique, comme ça a été le cas pour Ash et Tryndamere. Parce que ça ferait justement un parallèle intéressant. Orn, le plus beau. Alors Orn est une divinité, c'est le dieu de la forge volcanique. Donc Orn est le demi-dieu de la forge et de l'artisanat à Freljord. Avec comme seule compagne la solitude,
il travaille dans sa forge enfouie au plus profond des cavernes de lave de l'Âtre-Foyer. Hmm. L'Âtre-Foyer, ça me fait penser à Âtrefeu, qui est, je crois, une région. Ça doit être un donjon dans World of Warcraft. Je sais plus. C'est là qu'ils font et purifient les métaux nécessaires à la création d'objets de qualité inimitable. Tandis que d'autres divinités, Volibear avant tout, s'immiscent dans les affaires des mortels, Ornn ne sort de son antre que pour remettre ses déités à leur place, avec son fidèle marteau et les pouvoirs du volcan lui-même. Ornn est très très classe, le design est génial. J'adore la musique. Il y a une musique qui est sortie en même temps que Ornn est sorti comme champion, qui est une très belle musique. Alors c'est celle avec Ornn, c'est pas Einar Selvig. Parce que Einar Selvig, en fait, il a participé à la chanson de Volibear, donc du rework de Volibear. Mais pareil, c'est une chanson entre guillemets en fréjordien. Alors j'imagine que c'est du norvégien, norvégien légèrement, peut-être légèrement modifié ou quelque chose comme ça, je suis pas certain. Mais ouais, très belle musique. On se fera peut-être un de ces quatre. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose, à part que j'ai hâte de le voir dans les prochains événements. Et que, si, truc qu'on n'a pas forcément, où je me suis pas forcément étalé dessus, mais le fait qu'il forge une arme dans la cinématique The Call est intéressant, dans le sens où ça fait genre des milliers d'années qu'il n'a pas forgé d'armes. Il forge des trucs, des outils, des trucs comme ça le dérange pas. Mais les armes, il évite parce que ensuite c'est des armes qui sont utilisées par les gens et quand c'est, il aime pas être participer à quelque forme de destruction que ce soit. Euh, voilà. Ensuite, après Ornn. Et donc Ornn, pareil, qui est le frère d'Anivia et le frère de Volibear. Et le frère aussi de cette autre divinité fréjordienne dont on ne connaît pas le nom, sinon qu'il s'agit du sanglier de fer. Sejuani, depuis le temps qu'on en parle, Sejuani, elle est... Ah non. Sejuani, la merveilleuse chevaucheuse de cochon. Chevaucheur de cochon. Bref. Sejuani est l'impitoyable chef de guerre sublimé de la Griffe hivernale, l'une des tribus les plus redoutées de Freljord. La survie de son peuple est une lutte constante et désespérée contre les éléments. Pour résister aux rigueurs de l'hiver, il doit lancer des assauts contre les Noxiens, les Démaciens et les Avarosans. Sejuani mène elle-même la charge des plus dangereux de ces assauts en chevauchant son sanglier drouvasque, Bristle, et en agitant son fléau de glace pure pour congeler et réduire en miettes ses ennemis. Donc ce qu'on voit dans la cinématique, hein, The Call encore une fois, Sejuani qui est en termes de chara design qui est extrêmement qualitative, et d'autant plus quand on voit ce que ça a donné dans la cinématique. Pour le coup, tu sens physiquement la guerrière, tout ça. Là, je vois que l'artwork mériterait d'être remis au goût du jour pour que Bristle ressemble davantage à ce qu'il est dans la cinématique. Et elle aussi, elle mérite peut-être aussi un petit lifting. Voilà. J'aime beaucoup cette version-là, qui est beaucoup plus proche de ce qu'elle est réellement dans le lore aujourd'hui. Même si là je vois pas pourquoi, à moins que ce soit son pyjama ou un truc comme ça et qu'elle soit juste aller dire au revoir, bonne nuit à Bristle. Oui, on voit son armure ici, le reste de son armure, tout ça. Mais pareil, c'est peut-être un peu léger, même en pyjama, je sais pas trop, à Freljord, j'imagine qu'on fait mieux. Là, on a son fléau qui est. Ah, fichtre, forcément, tu vois pas. Attends. Hop là.
Là, on a son fléau. Euh, ouais, non, personnage extrêmement intéressant visuellement, enfin extrêmement qualitatif visuellement. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est alors ça c'est expliqué dans le comics, mais qu'on fera peut-être. Elle a un passif avec Ash. Elles ont fait un pacte quand elles étaient plus jeunes pour devenir en gros sœurs de sang entre guillemets. Donc un pacte de sang pour devenir sœur guerrière ou je sais plus trop comment c'est. Sejuani, elle a des problèmes aussi avec sa daronne. Et parmi les nombreux prétendants qu'a eu sa daronne, il y en a un qui est intéressant, donc qui est potentiellement son père. Parce que ça c'est un truc qui est très bien expliqué dans la bande dessinée, mais à Freljord, ce sont les femmes qui dirigent, et ce sont seulement les femmes, parce qu'elles dirigent, qui sont, mais aussi parce que ce sont elles qui enfantent, qui sont autorisées à prendre la décision d'aller à la guerre et donc de mettre en danger, mettre en jeu des vies au combat, à la guerre. Et donc c'est un système matriarcal, on va dire. Oui, matriarcal. Où les femmes, en particulier les grandes guerrières, dont les chefs de guerre, les war mothers, les mères de la guerre, ont plusieurs hommes. Et on sait pas qui est le père de Sejuani, on ne sait pas réellement qui est le père de Sejuani, mais il est fortement probable qu'il s'agisse d'Olaf. Enfin, de père, de géniteur, entre guillemets. Parce que père, oui, clairement, il fait partie des compagnons de sa mère, donc il l'a élevé comme d'autres. Hein. Ils sont plusieurs à l'élever, voilà. Pas grand chose à dire de plus, sinon qu'elle est extrêmement fun à jouer. Sejuani. Voilà, la charge avec le cochon, le fléau, le coup de fléau, tout ça. Pareil, ce qu'on voit dans la cinématique, on peut congeler les ennemis, comme ça. Hop là, congeler les ennemis et ensuite leur exploser la tronche. Et voilà. J'aime beaucoup Sejuani. Je le dis jamais assez, hein, mais. Tac, tac, tac. Après. Trundle. Le troll, le roi des trolls. Trundle est un troll massif, sournois et malicieux. Il n'y a rien qu'il ne puisse soumettre à sa volonté et son gourdin, Pamel Freljord. Extrêmement territorial, Trundle traque tous ceux qui sont assez fous pour pénétrer sur ses terres. Ensuite, armé de son imposante massue en glace pure, il fait trembler ses ennemis avant de leur planter des éclats de glace dans le corps et de se moquer d'eux tandis que la toundra absorbe leur sang. Alors, ouais, le troll façon mythologie nordique, hein, le troll de glace façon mythologie nordique. J'aime beaucoup, ça change des trolls de World of Warcraft, même si on sent l'inspiration quand même. Et c'est un troll pareil qui n'est pas dénué d'esprit, ouais, personnage vachement intéressant, un petit peu sous-côté, y compris en termes de gameplay, mais sous-côté en termes de lore. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. On le voit 30 secondes dans une cinématique avec Rise et on le voit seulement gueuler à la fin, ouais, rugir à la tronche de Rise. Un de ces quatre, faudra que je me fasse les histoires avec Trundle parce que ça doit être vachement intéressant. Et il me semble que Trundle, lui, est allié à Lysandra.
Il est allié à Lysandra, parce qu'il vit très au nord, tout ça, tout ça. Rien de plus à dire à son sujet. J'avais vu à côté de Trundle qu'on avait Tryndamere. Alors attends 2 secondes. Tryndamere. Alors le roi barbare. Poussé par une rage infinie, Tryndamere traverse Freljord et parfait sa maîtrise du combat en défiant les plus grands guerriers du Nord pour se préparer au jour sombre qui s'annonce. Longtemps dominé par sa haine, il cherchait à se venger de l'annihilation de son clan. Mais depuis qu'il a rencontré Ash et trouvé un nouveau foyer auprès des Avarosans, non, mais il a depuis rencontré Ash et trouvé... Oui, d'accord, donc il a renoncé depuis qu'il a... Bref. Sa force est pratiquement surhumaine et son courage légendaire. Et cela lui a permis de remporter avec ses nouveaux alliés d'innombrables victoires plus qu'improbables. Alors moi, ce que j'aime avec Tryndamere, c'est pas un perso que je joue beaucoup, mais le peu que j'ai joué, alors essentiellement en Aram, c'est très très fun à jouer. Tryndamere est très très cool. Son clan, il a été décimé par un Darkin. Un Darkin en particulier, Atrox. Et lui a été blessé par Atrox, ce qui lui a donné une entre guillemets des pouvoirs surhumains. Donc il partage cet aspect-là du berserker avec Olaf. Alors Olaf, c'est vraiment dans une logique du type inarrêtable, du type que tu peux le taper, il va pisser le sang, mais il sera inarrêtable. Tryndamere, c'est différent, c'est-à-dire qu'aux portes de la mort, il se voit accorder une forme d'invulnérabilité. Et en jeu, ça se traduit vraiment par une invulnérabilité de 5 secondes aux portes de la mort. Voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que du simple barbare hyper violent, hyper tout ça, il a rejoint les Avarosans, donc mené par Ash, qui est plutôt un peuple pacifiste, tant qu'ils sont pas, tant que leur vie n'est pas menacée, plutôt pacifiste. Et j'aime beaucoup le fait que, contrairement à de nombreux autres grands guerriers avarosans, lui n'était pas prétendant. Il ne prétendait pas à devenir l'époux de Ash. Ash qui doit être monogame d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ce qui est particulier dans la tradition freljordienne, justement, c'est en ça qu'elle est aussi idéaliste et qu'elle est un peu révolutionnaire. Je crois que c'est elle qui lui a demandé de l'épouser, notamment parce qu'il n'était pas particulièrement intéressé au début, et parce qu'il n'avait pas d'ambition non plus au sens d'acquérir du pouvoir, parce que forcément quand tu épouses la chef de guerre, tu acquiers une certaine notoriété et du pouvoir au sein du clan. Il n'était pas intéressé par ce truc-là, et donc c'est pour ça qu'elle lui a demandé, lui il a accepté, et finalement, de fil en aiguille, ils sont devenus plutôt copains-copains, au genre copains-copains qui partagent la même couche. Au sens le même lit, hein, pas la... Bref. En termes de design, il a peut-être besoin d'être remis un peu au goût du jour, en particulier aux couleurs des Avarosans, de Freljord, mais surtout des Avarosans. Et je suis pas très fan du côté... le fait que tous les Freljordiens
aient des parties de leur corps à nu, moi ça me dérange. Vraiment ça me dérange. Braum, je veux bien, c'est un héros légendaire qui a probablement des milliers d'années et ainsi de suite. Mais Tryndamere, c'est juste un humain. Ash, c'est juste une humaine. Olaf, c'est juste un humain. Il y a un moment, il faut. C'est un endroit où il fait froid. Alors, s'il vous plaît, que vous ayez de la masse, que vous ayez du muscle, c'est bien. Un peu de gras de temps en temps, ça fait du bien aussi. Hein, ça tient chaud l'hiver. Et quand c'est l'hiver toute l'année, c'est plutôt bien. Mais surtout, habillez-vous, quoi. Mettez de la fourrure, des choses comme ça. Habillez-vous. Hum, 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 Donc, Tryndamere. Hop là. Le suivant, Udyr. Alors, Udyr, malheureusement, c'est encore les anciens artworks. Je sais pas quand est-ce qu'il est censé sortir le rework d'Udyr, mais ça devrait pas tarder. Donc Udyr, je disais, potentiellement le géniteur de Sejuani. Plus qu'un simple mortel, Udyr est le réceptacle de la puissance sauvage des 4 esprits animaux primitifs de Freljord. Donc les 4 divinités de Freljord, à savoir Anivia, le cryophénix, Volibear, l'ours de foudre, Orn, le bélier, du volcan, et le sanglier de fer dont on n'a pas le nom pour l'instant. Quand Udyr cherche en lui les esprits féroces de la nature, il libère leur force exceptionnelle. La vitesse et la férocité, alors du tigre, mais parce que c'est l'ancien lore, dans le rework, vitesse et férocité, ça va être l'ours, la figure de Volibear. La résistance de la tortue, alors c'est pas la tortue, du coup ça va être le sanglier de fer. La force de l'ours, donc là c'est la force non pas de l'ours mais du bélier de feu, d'Orn. Et la flamme éternelle du phénix. Alors du coup, là c'est plus la flamme du phénix, mais c'est le cryophénix, et donc ça va être plutôt une flamme de glace ou un truc comme ça. En unissant ses esprits, Udyr est capable de défaire quiconque s'opposerait aux forces de la nature. Donc concrètement, c'est un druide qui invoque les esprits des animaux, mais surtout des divinités animales de Freljord pour combattre. Et ouais, en termes d'artwork, bon, pour l'instant, on n'a que ça. On se fera un topo de ses skins et de sa mise à jour du lore, de tout ça quand il sortira. Mais ouais. Qu'est-ce que je peux raconter de plus à son sujet? Bah pas grand chose, il est copain un peu avec Lee Sin, mais Lee Sin on va pas en parler aujourd'hui parce qu'il est de Ionia. Et la fois où Sejuani a essayé de négocier une alliance entre guillemets militaire avec les Ursidés, donc les suivants, les suivants, les fanatiques de Volibear. Lui, il était là et il a très mal supporté l'expérience dans le sens où, forcément, lui, en gros, il a un problème, c'est que son esprit est constamment ouvert aux esprits de la nature, en particulier les esprits animaux, tout ça. Et il y a des fois, les esprits sont beaucoup trop forts et ça lui donne un mal de crâne pas possible en permanence et il lui devient compliqué de se maîtriser, de rester lui-même. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était à Ionia pour étudier la méditation auprès de Lee Sin et essayer de contrôler les voix et de se maîtriser davantage. Pouette. Donc on était à Udyr. Alors Urgot. Tac. Pouette. Alors je regarde là, il nous reste Volibear. Et bien il nous reste que Volibear et ça c'est très bien. Et donc Volibear, la tempête impitoyable. Alors pour ceux qui le vénèrent encore, Volibear est l'incarnation de la tempête, destructeur, sauvage et déterminé,
Il existait bien avant que les mortels n'arpentent la toundra de Freljord. Désormais, il défend férocement les terres qu'il a créées avec sa famille de demi-dieux. Habité d'une haine profonde envers la civilisation et la faiblesse qu'elle a engendrée, il se bat à coups de crocs et de griffes pour restaurer les traditions d'autrefois, celles du temps où la terre était sauvage et où le sang coulait librement. Donc c'est une incarnation de la guerre, de la puissance brutale de la tempête. Euh, Alors pour la blague, c'est probablement une figure qui serait vénérée par l'extrême droite chez nous. Très fun à jouer. Le rework est assez récent, donc en termes de chara design, tout ça, il est parfait en fait. Et pareil, comme je disais, il a une musique bien à lui qui est très très cool, qui est faite par Einar Selvig. Et où on sent vraiment l'incarnation guerrière, l'incarnation de la tempête, de la puissance, de la brutalité, de la destruction. Ce qui est assez cool. Et donc, ça c'est un truc parce que je regarde pas mal de réactions aussi, tout ça. Dans la cinématique The Call, la plupart des gens n'ont pas compris qui était au Volibear ou surtout où était Volibear. Parce que les Ursidés qu'on voit, ce sont des Ursidés, ce sont les suivants de Volibear, donc des humains qui, par fanatisme et par une pratique du druidisme, tout ça, sont devenus, en gros, ont été investis de la magie de Volibear et sont devenus des créatures mi-humains, mi-ours. Les Ursidés. Qui maîtrisent un peu de magie de foot, tout ça. Mais Volibear, on le voit à un moment quand dans le ciel, en fait, on a la silhouette de Volibear dans l'orage qui apparaît. Je dis ça, j'ai hâte, parce que vu qu'on va avoir un événement du vide cette année, et que Freljord risque d'être impliqué, et notamment Ornn, je serais très curieux de voir Volibear entre guillemets contraint de se battre aux côtés de Ornn et des mortels contre le vide. Mais je serais surtout très heureux, très curieux de voir Volibear combattre sous sa forme physique, pas seulement sous la forme d'un nuage, machin, tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, pas grand chose, hein, ça suffit à soi-même. On va rester là-dessus. Du coup, on va retourner vite fait là à Freljord. Qu'est-ce que... Ouais, voilà. Donc, je disais la citadelle de glace là-haut. Là, on a la veille du Yeti, donc d'où je pense que c'est l'endroit où Nunu a rencontré Willump, donc où se trouvent grosso modo les terres de Willump. Là, on a le village des enfants trouvés. Non, village des enfants trouvés, donc ça doit être l'endroit, l'ancien village de Nunu. Donc c'est juste à côté qu'il a rencontré Willump, tout ça, l'ancien village de Nunu qui a été décimé, et c'est pour ça qu'il a été décimé, hein. Il est juste à côté de la citadelle des gardiens du Givre, donc forcément voilà. Naljak, je sais pas ce que c'est comme endroit, ça me dit rien. Tac, village des enfants des glaces, Gulgivre, Yondulsk. La Rakelsteak, c'est si je dis... Ah non, site sacré de Rakelsteak. Là, c'est l'endroit où Ash a trouvé son arc. Donc qui est censé être le nid d'Anivia. Et où elle était poursuivie du coup par les... par les suivants de Lysandra. On sait que... alors je sais plus c'est lequel de ces villages de bord de mer qu'on voit dans la cinématique de Legend of Runeterra qui se passe à Freljord avec Braum et l'autre nana là, qui l'appelle cousine mais qui est pas sa cousine, c'est juste la manière dont il s'adresse
aux gens de son peuple. Mais voilà. Oui, à noter que du coup, les terres des Ursidés, et là j'espère que ça va être un petit peu agrémenté cette année avec les événements d'aujourd'hui, parce que actuellement, Sejuani, elle est sur les terres des Ursidés et elle est en train d'essayer d'aller chercher le chaudron de Horn qui a été volé par Volibear. Alors le chaudron de Horn, c'est littéralement une corne d'abondance que les Ursidés ont volé parce que forcément corne d'abondance ça permet aux gens de vivre, de manger à leur faim, de vivre sans avoir à se confronter à la violence de la nature sauvage et machin et tout ça. Et ça c'est un truc de lâche, c'est une faiblesse, c'est un truc de lâche. Du coup ils ont volé le chaudron magique, machin truc, pour que les autres galèrent et crèvent, voilà. Et là en ce moment c'est Juani, donc ils ont essayé de chasser le mammouth, machin tout ça. C'est compliqué pour eux. Et ils se sont dit, bah écoute, tu sais pas, tant qu'à faire, on est tous en train de crever, donc on va aller péter la tronche des Ursidés, voler le chaudron de Horn aux Ursidés et le ramener donc dans leur clan pour sauver ce qui reste de leur clan. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, on a une petite île qui sert à rien, qui a pas de nom, qui a rien du tout. Ça serait intéressant que ce soit ici, Lokfar, en fait. Enfin, bref. Voilà, voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Oui, ça fait une petite heure, c'est cool. On se refera ça, quand je serai motivé. Et si jamais je décide d'approfondir une histoire ou un truc comme ça, pareil, je ferai une petite vidéo histoire de. On se laisse là. Des bisous à toutes. Et voilà. Tchou.